le travail des enfants et la participation de personnes mineures à des activités à finalité économique, et s'apparentant plus ou moins fortement à l'exercice d'un métier par un adulte. Au niveau international, l'Organisation internationale du travail, OIT, le définit en comparant l'âge à la pénibilité de la tâche, du moins pour les enfants de plus de 12 ans. En pratique, on distingue le travail acceptable léger, s'intégrant dans l'éducation de l'enfant et dans la vie familiale, permettant la scolarisation, et le travail inacceptable trop longtemps, trop jeune, trop dangereux, etc. C'est ce dernier que recouvre généralement la notion de travail des enfants. On estime en 2000 que plus de 210 millions d'enfants de 5 à 14 ans, et 240 millions d'adolescents de 15 à 17 ans, exerceraient une activité économique, et sont concernés dans le monde. Plus de 8 millions se trouvent dans une des pires formes de travail des enfants, enfants soldats, prostitution enfantine, pornographie, travail forcé, trafic et activités illicites. En 2013, le Bureau international du travail avance le chiffre de 168 millions d'enfants qui travaillent dans le monde, dont environ 85 millions feraient un travail dangereux. Des chiffres donc à la baisse qui témoignent d'un changement des législations plus en faveur des enfants, mais le mouvement doit indéniablement se poursuivre avec un engagement plus fort de la part des entreprises et des États. Le travail des enfants est le sujet de nombreuses idées reçues dans le monde occidental, car il est surtout connu par les scandales médiatisés. Un enfant au travail est vu typiquement comme un enfant esclave, dans un pays du tiers-monde, employé dans un atelier textile asiatique pour une grande marque de vêtements, ou enfant des rues en Amérique du Sud. En réalité, il y a des enfants au travail dans quasiment tous les pays du monde, y compris des pays développés comme l'Italie ou les États-Unis. Les usines et les ateliers textiles masquent le fait que plus des 3/4 de ce travail se trouve dans l'agriculture, ou les activités domestiques, dans la sphère familiale, et si les enfants esclaves existent, ils ne forment qu'une minorité. Il existait aussi bien avant l'industrialisation ou la mondialisation, même si ces deux phénomènes ont rendu le travail des enfants plus visible. Si l'élimination des pires formes de travail n'est pas discutée, l'abolition est en revanche un sujet de débat pour les autres enfants. La lutte contre la pauvreté et les mauvaises conditions de travail reste un objectif commun aux abolitionnistes, comme aux organisations plus pragmatiques. Depuis 1992, le programme IPEC tente de fédérer les actions entreprises. En 2020, à la faveur de la pandémie, le nombre d'enfants forcés de travailler repart à la hausse. L'Organisation internationale du travail retient les définitions suivantes dans ses publications qui servent souvent de référence lors de l'analyse du travail des enfants. Un enfant est une personne de moins de 18 ans, puisqu'il est souvent considéré que les enfants de moins de 5 ans sont trop jeunes pour travailler. Même s'il existe des cas d'abus, les statistiques ne prennent souvent en compte que les enfants entre 5 et 17 ans. Le travail est défini comme une activité économique, qu'elle soit payée ou non. Ce dernier cas permet d'inclure l'économie informelle ou le travail domestique dans un autre foyer que le sien. Les enfants sont ainsi répartis dans 5 catégories: travaillant, travaillant et allant à l'école et ne travaillant pas, travail domestique, et aucune activité, malade, éducation informelle, etc. Ces définitions sont essentiellement statistiques et ne servent pas à établir la limite entre un travail acceptable au vu des conventions internationales, ou non. La convention numéro 138 de l'OIT, sur l'âge minimum d'emploi de 1973, est le document de référence à ce sujet actuellement. Elle distingue un âge minimum général, un âge minimum pour les travaux légers et un autre pour les travaux dangereux. Elle distingue aussi les pays où les services économiques et d'éducation sont insuffisamment développés et les autres. Pour les autres pays, l'âge minimum général est de 15 ans ou l'âge de fin de scolarisation obligatoire s'il est plus élevé, 14 ans dans ces pays en développement, pour les travaux légers, 13 ans, pour les travaux dangereux, 18 ans, voire 16 ans selon certaines conditions. La convention numéro 138 de l'OIT impose de définir également les travaux légers et non dangereux. Dès après cette même convention, un travail léger doit être sans danger pour la santé et le développement de l'enfant et ne doit pas l'empêcher d'aller à l'école ou de bénéficier de sa formation. Celle-ci est ce que l'UNICEF appelle Child Work, ou travail conforme aux normes de l'OIT,
Ces travaux sont souvent bénéfiques pour leur éducation. Dans les statistiques, cela est souvent simplifié pour devenir un travail non dangereux prenant moins de 14 heures par semaine. Les deux autres catégories de travaux sont les travaux dits dangereux et les pires formes de travail des enfants. Un travail dangereux est de façon générale ce qui peut compromettre la santé ou la sécurité physique ou morale d'un enfant, plus précisément, cela inclut les métiers de la construction, dans les mines, avec certaines machines, au contact de pesticides, de plus de 43 heures par semaine, etc. La Convention OIT, numéro 190, définit ces formes plus précisément, de même que les lois nationales. L'UNICEF retient la notion de child labour, ou travail non conforme aux normes de l'OIT, en y incluant les travaux dangereux, tous âges, les moins de 12 ans qui travaillent dans une des branches de l'économie et les travaux non dangereux effectués plus de 14 heures par semaine, 12 ou 14 ans. Les pires formes de travail des enfants sont définies par la Convention OIT, numéro 182, article 2, et incluent le trafic d'enfants, le travail forcé ou en remboursement d'une dette, la participation des enfants à des conflits armés, en tant qu'enfants soldats mais aussi comme messagers, porteurs, etc., l'exploitation sexuelle par la prostitution et la pornographie ainsi que les activités illicites comme le trafic de drogue. Histoire. Il semble que les enfants aient travaillé depuis l'Antiquité, principalement au champ avec leurs parents et en participant aux tâches domestiques. En Europe et en Amérique du Nord, la révolution industrielle entraîne une prise de conscience de leurs conditions de travail et mène progressivement à une restriction du travail des enfants. Dans les pays actuellement en développement, ce n'est qu'à partir de la mondialisation du XXe siècle qu'une véritable prise de conscience s'opère. Avant l'industrialisation, le travail des enfants existe depuis l'Antiquité. L'enfance était alors une période courte en raison de la faible espérance de vie. Les enfants participent aux tâches domestiques et agricoles. Le cercle familial est le principal lieu de travail, les enfants participant ainsi à l'économie du ménage. Si les garçons apprennent progressivement le métier du père, les filles sont éduquées à la tenue de la maison puis, à partir du Moyen Âge, sont employées dans l'artisanat à domicile, par exemple avec le tissage. L'éducation au Moyen Âge n'est guère répandue et reste réservée aux familles aisées. Toujours à partir du Moyen Âge, les enfants commencent à travailler hors du foyer pour répondre à la fois à la demande d'employeurs à la recherche de main-d'œuvre peu coûteuse, et aux besoins des familles pauvres de subvenir à leurs besoins. Les garçons sont affectés aux travaux des champs et les filles travaillent comme servantes. Des contrats de travail apparaissent sous la forme de contrats de louage ou de placement comme apprentis dans les corporations des villes, et ce dès 12 ou 13 ans. On trouve ainsi des enfants et adolescents sur les grands chantiers de construction, bénéficiant toutefois d'un salaire inférieur à celui d'un adulte quand ils en reçoivent un. Les enfants abandonnés et les orphelins, environ 2000 abandonnés par an à Paris au début du XVIIIe siècle, 35 000 par an en France vers 1830. Sont mis au travail par les institutions qui les recueillent, comme pour des travaux de couture, travaux vendus par la suite, mais aussi placés en apprentissage. Certaines mineures sont prostituées, de force, et des enfants vivent de la mendicité comme c'est parfois le cas actuellement. À la fin du XVIIIe siècle, l'école reste toujours aussi peu répandue et les enfants sont couramment placés comme valets de ferme à la campagne, dès 9 ou 10 ans, ou comme domestiques en ville. On en rapporte ainsi plus de 120 000 à Londres dans les années 1850. Le travail informel se développe avec les grandes villes et l'on trouve ainsi de jeunes cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, porteurs, éboueurs. On trouve même des enfants dans les théâtres et les cirques à Paris. En l'absence de protection sociale, leur salaire sert de supplément à celui des parents et permet entre autres de subvenir à leurs propres besoins. La révolution industrielle survient tout d'abord au Royaume-Uni, et en France à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Alors que les nombreuses manufactures, les mines ou les chantiers embauchent des ouvriers en masse, ceux-ci, le plus souvent avec de nombreux enfants et un faible revenu, encouragent leurs enfants à entrer avec eux à l'usine où ils effectuent les tâches subalternes dans les mêmes mauvaises conditions que les adultes. On trouve ainsi des enfants dans les cotons-mines du nord de l'Angleterre, dans les docks et les ateliers textiles des États-Unis ou dans les filatures françaises. Le travail des enfants,
avec celui des femmes, a 3 avantages pour les industriels. Il permet de faire pression à la baisse sur les salaires des ouvriers adultes masculins. Il permet de livrer la famille entière au travail ouvrier, ce qui accélère la rupture avec le monde rural traditionnel. Enfin, il fournit une main-d'œuvre plus abondante, permettant d'utiliser les machines à plein rendement. La souplesse et la petite taille des enfants leur attribueraient des aptitudes que les adultes n'ont pas. Ils sont employés à des travaux très précis. Ils peuvent tirer en rampant les berlines dans les boyaux des mines, herscheur, nettoyer les parties les moins accessibles des machines ou encore attacher les fils brisés derrière les métiers à tisser. Le travail est très précoce, les enfants de 4 ans sont assez recherchés afin d'être formés sur les machines dès qu'ils en ont l'aptitude physique. En Angleterre, les paroisses civiles, qui ont la charge du secours aux enfants déshérités, les vendent aux industriels, par l'intermédiaire de petites annonces dans la presse, lorsqu'elles ne souhaitent plus les secourir ou font face à des surplus d'enfants. Cette traite se fait souvent sans même l'avis des parents. Le travail est non seulement très dur, mais les enquêtes de l'époque témoignent en outre de sévices infligés par des employeurs. Les membres trop courts des enfants sont adaptés à la machine par des appareillages, ils sont fouettés lorsque la cadence de production se met à baisser. Ces conditions ont des conséquences sanitaires. Comme les femmes, les enfants travaillant dans le textile sont souvent frappés par la tuberculose, du fait de la poussière et de l'humidité. Ils subissent aussi l'asthme, les allergies diverses. Les enfants souffrent plus particulièrement de scoliose et de rachitisme. Dès après une enquête de la British Association de 1878, les garçons de 11 et 12 ans des milieux ouvriers ont une taille en moyenne inférieure de 12 cm à ceux des milieux bourgeois et aristocratiques allant à l'école. Au cours du XIXe siècle, l'importance du travail des enfants varie selon les secteurs et les périodes. Ainsi, si en Angleterre la part des enfants dans la main-d'œuvre de l'industrie cotonnière est de seulement 5% en 1850, contre 13,3% en 1834, elle remonte beaucoup à l'occasion des crises économiques, 14% en 1874. L'historien Howard Zinn précise qu'aux États-Unis en 1880, un enfant de moins de 16 ans sur 6 travaille, 16,7%. Si la révolution industrielle n'a peut-être pas accru le nombre d'enfants au travail, car nombre d'entre eux étaient auparavant affectés aux travaux des champs ou aux tâches domestiques, ce sont les nouvelles conditions induites par l'industrialisation et le développement d'une discipline du travail propre au fonctionnement des nouvelles fabriques qui en ont profondément affecté la nature. L'historien E.P. Thompson soutient que l'intensité du travail des enfants s'est considérablement accrue entre 1780 et 1840, et il précise, dans les fabriques, la main-d'œuvre enfantine et adolescente augmentait tous les ans, et, dans plusieurs métiers indignes, la journée de travail s'allongeait et le travail s'intensifiait. D'après Poberock, il commence à travailler plus jeune, et les conditions de travail sont aggravées par l'absence des parents dans la mesure où les enfants ne travaillent plus pour leurs parents comme dans les sociétés traditionnelles. La durée du travail s'allonge, parfois à 16 heures par jour dans la première phase de l'industrialisation, pour des tâches monotones et répétitives, et ce pour des salaires dérisoires. L'arrivée massive des enfants dans les usines rend bien visibles leurs conditions de travail misérables et surtout les expose au grand jour. Des enquêtes permettent d'obtenir des évaluations du phénomène. La statistique générale de la France de 1840 recense 130 000 enfants de moins de 13 ans dans les ateliers de plus de 10 salariés. 20% des mineurs de Carmaux sont des enfants en 1850 et vers 1840. Les enfants forment 12% des ouvriers de l'industrie. Les accidents dans les usines, les éboulements et les explosions dans les mines causent de nombreux blessés et morts et attirent l'attention du public. Les premiers rapports émanent de médecins, d'inspecteurs ou d'élus décrivant les accidents et les conditions de travail des enfants. De même, les œuvres de Charles Dickens puis de Victor Hugo, d'Émile Zola ont un certain retentissement. Le travail des enfants est utilisé pour dénoncer l'exploitation de la classe ouvrière. Karl Marx et Friedrich Engels, dans le manifeste du Parti communiste, prônent ainsi l'interdiction du travail des enfants. Une partie des industriels réplique que la petite taille des enfants leur permet d'effectuer certaines tâches impossibles aux adultes, un point actuellement réfuté mais couramment admis à l'époque,
et que l'emploi d'enfants leur évite de devenir des vagabonds, contribue ainsi à la paix sociale et aide les familles pauvres. Entre ces deux positions, la réglementation puis l'abolition du travail des enfants en Europe et en Amérique du Nord prend plus d'un siècle.